Donc, bonjour Maurice Palais. Bonjour. Vous êtes professeur émérite à l'Université de Rennes 1, cher Jean Monnet ad personam et membre du Centre d'excellence Jean Monnet de Rennes. Nous sommes ici pour parler aujourd'hui du Brexit. Tout à fait. Donc tout d'abord, pourquoi un Brexit ? Au Royaume-Uni, il y a toujours eu un comportement stratégique. Le Royaume-Uni a une longue histoire, c'est une île en plus. Alors bien entendu, il y a aujourd'hui des nouveaux groupes de pression politique, l'opinion publique également, qui voient aussi la possibilité peut-être d'échapper à un grand nombre de travailleurs immigrés, peut-être de faire que certaines banques anglaises ne soient pas sous la supervision de l'union bancaire. Mais il y a plus fondamentalement des questions économiques aussi financières et puis historiques. Alors les questions financières, les Britanniques ont obtenu depuis les accords de Fontainebleau en 1984 un rabais. Ils ne contribuent pas autant. Ils ont un rabais de 1,5 milliard par rapport aux 5,4 milliards qu'ils doivent. Et ce rabais est compensé par les grands pays comme la France, l'Allemagne. La France, par exemple, paye 27% aujourd'hui du rabais. Et donc, ils veulent encore gagner de l'argent. Certains au Royaume-Uni considèrent qu'ils pourraient avoir un espèce de nouveau rabais définitif en ne payant plus du tout. Et comme ils ont un système national de santé en déficit, ils se disent, eh bien, c'est peut-être le moyen de financer la santé en Grande-Bretagne aujourd'hui. Et depuis combien de temps y a-t-il au Royaume-Uni cette volonté particulière d'être à part ? J'ai envie de dire depuis toujours. Les Britanniques ont, depuis maintenant 43 ans, joué, on va dire, quand même d'abord le Royaume-Uni avant le continent. Et c'est une constante chez eux. Alors évidemment, le piège pour eux et pour leurs élus et le gouvernement, c'est que le camp conservateur, finalement, a promis, juste avant les dernières élections générales, que s'il gagnait les élections, il ferait un référendum. Et cette promesse a été actée dans le discours de la Reine en 2015, et donc le référendum est devenu maintenant une obligation pour le gouvernement Cameron. Et quelles seront, selon vous, tout d'abord, les conséquences pour le Royaume-Uni d'une sortie ou d'un maintien de ce pays dans l'Union européenne ? Premièrement, il est certain qu'ils vont perdre déjà dans les 2 ans qui viennent. La sortie ne se ferait qu'en 2018, elle serait définitive, il n'y aura pas de re-rentrée en 2020 ou en 2022. Et évidemment, ça va créer au moins déjà en 2016, 2017, 2018 une période d'incertitude. Les marchés financiers n'aiment pas ça, personne n'aime ça. C'est quelque chose qui est à prohiber. Et là, en plus, on ne connaît pas la durée de réarrangement des accords commerciaux, par exemple, avec l'Union européenne. Certains au Royaume-Uni, des libéraux, disent qu'il y aura une concurrence institutionnelle entre le Royaume-Uni et l'Europe continentale. Cette concurrence ne pourra faire que du bien. Mais les chiffres, tous les chiffres qu'on a, c'est qu'à l'horizon 2020, on peut perdre 1 million d'emplois d'ici 2020. Les directeurs de services économiques des grandes entreprises, à 75%, sont pour le in, rester dedans. Et à l'horizon 2030, le Trésor britannique a calculé que ça serait une perte de l'ordre de 5 à 7% du PIB, c'est-à-dire en gros aujourd'hui 5 000 livres sterling en moins par personne au Royaume-Uni. Et de l'autre sens, quelles seront les conséquences pour l'Union européenne ? Alors pour l'Union européenne, si vous voulez, c'est embêtant. C'est clair, c'est embêtant parce que d'abord, ce n'est pas le moment de créer des complications supplémentaires. Tout le monde a bien compris qu'en 2016-2017, nous allions avoir peut-être des nouvelles élections en Espagne, des nouvelles élections en Grèce. Par ailleurs, le président Obama allait être remplacé aux États-Unis, qu'en France, il y avait des élections présidentielles puis législatives dès 2017. Donc créer une complication supplémentaire en 2016-2017, c'est pas le moment. Mais l'Union européenne et la zone euro n'ont rien à craindre, à mon avis, d'une sécession. D'abord, si l'Écosse voulait rentrer, elle demanderait à rentrer, elle serait admise, et elle fait 8% du PIB aujourd'hui britannique. Elle serait peut-être suivie d'autres dissidents, si je peux dire, l'Irlande du Nord, et pourquoi pas le Pays de Galles. D'autant plus que, alors là, il faudrait en profiter peut-être aussi
d'avoir un pays qui a toujours été quand même un peu égoïste, si je puis dire, sur sa trajectoire historique. Il faudrait peut-être profiter de cette situation pour faire l'approfondissement tant redouté de certains Britanniques, et qui a été promis une nouvelle fois par les 5 présidents le 1er juillet 2015 dernier. C'est peut-être aussi ça qui fait un tout petit peu peur du côté du Royaume-Uni. Et approfondir en particulier par une grande mesure, qui serait l'intégration du mécanisme budgétaire de stabilité aujourd'hui et l'intégration de la Banque européenne d'investissement dans un trésor fédéral européen, analogue au trésor américain. Et ce trésor pourrait bénéficier, si je peux dire, de fonds qui seraient évidemment, qui pourraient être consacrés aujourd'hui, par exemple, à la politique d'immigration, politique européenne d'immigration. Donc, tout en désespérant un peu de la cause britannique, profiter de ce moment pour faire une union continentale, peut-être plus continentale, à dominante, c'est vrai, rhénane, à la condition évidemment que des deux côtés du Rhin, les tendances souverainistes soient minoritaires. Merci beaucoup Maurice Ballet pour toutes ces précisions sur le Brexit. Merci beaucoup.